La praxéologie. Qu'est-ce que c'est que la praxéologie? C'est un terme que vous n'avez probablement pas entendu auparavant. Eh bien, c'est l'étude de l'action humaine. Le terme a été introduit en 1882 par Louis Bourdeau, puis popularisé en 1890 par Alfred Espinas. Cependant, la version qui nous intéresse ici est celle de Ludwig von Mises de son ouvrage Human Action, paru en 1949. Il existe plusieurs définitions. Voici la définition praxéologique. L'action humaine est l'effort intentionnel d'un individu pour employer des moyens en vue d'atteindre des fins qu'il juge désirables. En gros, ça pourrait être résumé à ce que fait un individu lorsqu'il agit consciemment pour faire quelque chose. Mais la définition que je vais utiliser pour le reste de cette vidéo est la suivante. Une action ne peut être effectuée que par un individu qui essaye d'atteindre des objectifs via l'utilisation de ressources limitées. Un individu est un être qui a la capacité de choisir librement. Par exemple, choisir ce que vous allez manger à midi ou ce soir. Peu importe comment la décision a été prise, une décision a été prise. Un tas de cailloux ne peut pas choisir, ni une cellule, ni une méduse. Elles ne sont donc pas considérées comme des individus. La praxéologie rejette donc le déterminisme absolu. On pourra aborder ça plus tard dans de futures vidéos. L'individu atteint des objectifs. Un objectif peut être de cligner de l'œil, manger, chercher son goûter dans le frigo, faire un pas en avant, etc. Il utilise des ressources limitées car tout objet physique utilisable immédiatement pour accomplir votre objectif n'apparaît pas magiquement dans vos mains. Tout moyen vient d'abord de la nature, à l'exception de votre propre corps. La nature, signifiant ici tout élément non modifié par l'homme. L'air est donc naturel, mais une bonbonne d'oxygène ne l'est pas. Un gisement de pétrole est naturel, l'essence d'une voiture ne l'est pas. Un arbre d'une forêt vierge est naturel, une planche ne l'est pas. C'est donc l'exploitation d'une ressource naturelle qui la rend non naturelle. Les ressources physiques sont limitées, car à un instant donné, une ressource ne peut être utilisée que par un seul et unique individu. Par exemple, une fourchette ne peut être utilisée que par une personne. Une quantité d'eau ne peut être bue que par une seule personne. Et l'espace que votre corps occupe dans une pièce ne peut être occupé que par vous. Même si vous arrivez à prouver un jour que l'univers est infini, et donc toutes les ressources qui vont avec, cela ne change pas le fait que, pour acquérir ces ressources, eau, nourriture et logement, vous devez dépenser des ressources, au minimum des calories. La ressource physique la plus proche d'être non limitée, c'est l'air qu'on respire. Mais même l'air peut devenir limité si on va sous l'eau, qu'on s'enterre ou qu'on part dans l'espace. A contrario, un exemple d'une ressource non limitée sont les idées. Vous pouvez avoir autant d'idées que vous le voulez, et deux individus peuvent avoir la même idée simultanément. C'est pour ça que le concept même de contrôler une idée paraît étrange et contradictoire. Mais on verra ça en détail quand on abordera les droits d'auteur. Vous, en tant qu'individu, vous effectuez donc des actions pour atteindre des objectifs. Mais pourquoi faire? Essayez de ne rien faire, de rester complètement immobile. Naturellement, vous aurez éventuellement faim, soif, ou vous en aurez juste marre d'être immobile. On peut généraliser ça à une situation d'inconfort. Cet inconfort vous incite alors à atteindre un objectif en utilisant des ressources limitées. Ou plus simplement, effectuer une action. Prenons un exemple. Je suis allongé dans un canapé et soudainement, j'ai envie de Ben & Jerry's. Je suis maintenant dans une situation inconfortable. Soit je reste immobile, je reste allongé dans mon canapé et je ne fais rien. Ou alors, je décide de me lever, d'utiliser ma ressource limitée qui est mon propre corps pour aller chercher le Ben & Jerry's. Si je me décide alors de me lever et que je mange le Ben & Jerry's, alors je serai satisfait. A noter ici que l'inaction est également une action possible. Si vous décidez que vous avez la flemme de vous lever, vous faites une comparaison entre l'action de ne rien faire et l'action de se lever, et vous faites le choix rationnel que vous aurez un plus grand profit psychique en restant immobile. Si, soudainement, vous prenez un coup de batte dans la tête et tombez dans les pommes, vous n'avez pas fait le choix rationnel de dormir ici. Donc en praxéologie, on distingue bien l'action humaine et autres types d'actions comme les réflexes humains et tout autre mouvement inconscient. Par exemple, on peut effectuer l'action d'aller s'endormir, mais une fois en train de dormir, vous n'effectuez plus d'action tant que vous ne vous réveillez pas et redevenez conscient.